Depuis 40 ans, la miniaturisation des composants électroniques a fait des progrès spectaculaires. Aujourd'hui, on sait produire industriellement des transistors de moins de 100 nanomètres, voire moins de 50 nanomètres. Mais les techniques les plus fines de gravure des circuits intégrés semblent bientôt atteindre leurs limites. Alors, pour poursuivre la course effrénée à l'infiniment petit, les constructeurs envisagent de remettre en cause la technique de fabrication actuelle par lithographie dite top-down pour la remplacer par d'autres technologies de construction à partir de petits objets à l'échelle moléculaire, dite bottom-up. L'idée est de faire jouer aux molécules le rôle de composants électroniques, diodes, résistances, interrupteurs, transistors, etc. Cette image montre deux électrodes d'or mises en contact par une molécule de polythiophène, un composé organique à base de soufre. Soumise à une différence de potentiel, la molécule laisse passer le courant. Fait important, sa conductance dépend de la liaison entre les atomes de soufre et d'or. L'avenir de l'électronique moléculaire va fortement dépendre de la compréhension de ces greffes, c'est-à-dire des contacts entre la molécule individuelle et le substrat. C'est pourquoi on utilise une technique d'analyse très performante. La spectroscopie de photoélectrons X a été mise au point en Suède dans les années 1960 sous la direction de Kai Sigman. C'est une technique qui permet de déterminer entre autres la nature des liaisons chimiques en mesurant l'énergie de liaison des électrons. En éclairant l'échantillon avec un rayonnement X monochromatique d'une énergie h nu bien définie, on arrache des électrons. On les appelle photoélectrons. Le principe de la spectroscopie consiste à mesurer, par un analyseur, l'énergie cinétique de ces photoélectrons. On connaît l'énergie h nu du faisceau et l'énergie cinétique mesurée par l'analyseur. La différence, c'est l'énergie de liaison qui caractérise la nature de la liaison chimique. On voit tout l'intérêt de pouvoir sélectionner, dans une large gamme, une énergie incidente h nu proche de l'énergie de la liaison étudiée. De plus, il faut une très bonne précision sur le faisceau car, d'une liaison à l'autre, les énergies ne diffèrent que de quelques électronvolts ou eV. C'est justement ce qu'offre le rayonnement synchrotron sur la ligne tempo. L'expérience que nous allons décrire a été mise au point par une équipe du LCPMR. Elle met en jeu des atomes de silicium et des molécules de TMED, acronyme de tétraméthyléthylène-diamine. Le silicium se présente sous forme de monocristal et le TMED sous forme de gaz. En exposant la surface de silicium au TMED, les chercheurs veulent en savoir plus sur le mode d'accrochage de la molécule. Notons dans cette molécule la présence de deux atomes d'azote en bleu. Ils disposent d'une paire d'électrons non liantes qui peut servir de harpon pour s'arrimer aux atomes de silicium. La ligne tempo va permettre de suivre en temps réel la réaction entre les atomes de silicium de la surface et ceux d'azote. Dans cet ensemble assez complexe situé au bout de la ligne tempo, nous parlerons du four, de la chambre expérimentale et du réservoir de gaz TMED. Pour ne pas fausser l'expérience, aucune molécule parasite ne doit être présente sur l'échantillon. Il est donc préalablement chauffé dans ce four à une température de 1000 degrés, voire plus, pour nettoyer sa surface. Ensuite, il est placé à température ambiante, au centre de la chambre expérimentale, où règne l'ultravide, 10-10 millibars, 10 milliards de fois moins que la pression atmosphérique. Les molécules de TMED sont injectées dans la chambre et s'accrochent aux atomes de silicium. Le faisceau de rayons X du rayonnement synchrotron est aligné grâce à un laser dont on aperçoit le spot blanc au centre. En éclairant l'échantillon, les rayons X éjectent des photoélectrons dont l'énergie cinétique est mesurée dans l'analyseur à droite. L'expérience dure environ 1 heure. Elle va montrer l'évolution du mode d'accrochage des molécules TMED. Au début, la liaison covalente de coordination, qu'on appelle aussi liaison dative,
est largement majoritaire. Puis au fur et à mesure que le nombre de molécules TMED augmente à la surface du silicium, les deux atomes de carbone sur les côtés cassent leur liaison avec l'azote et se lient à l'atome de silicium le plus proche. La liaison dative disparaît au profit de la liaison dissociée. Entre les deux modes, la différence d'énergie cinétique des photoélectrons des atomes d'azote est de 3 eV. C'est dire si la mesure de l'analyseur doit être précise. Ces résultats proviennent de l'interprétation du spectre d'énergie cinétique des photoélectrons fourni par l'analyseur. La ligne tempo permet en effet de suivre en temps réel le changement de mode d'accrochage de la molécule. On voit les deux pics distincts séparés de 3 eV. Après 10 minutes, le pic d'énergie cinétique à 131 eV correspond à la liaison dative. Après 40 minutes, le pic d'énergie cinétique à 134 eV correspond à la liaison dissociée. L'intérêt de ces expériences temps réel réalisées sur la ligne tempo est de suivre l'évolution des réactions chimiques, de déterminer les paramètres, pression, temps, température, qui permettent de sélectionner les modes de liaison, les greffes, et de vérifier si ces objets moléculaires ainsi parfaitement caractérisés peuvent être utilisés comme composants dans des nanocircuits électroniques.